Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissez le conte de Monte Cristo? Non, pas celui-là. Célèbre bouquin français datant de 1844 écrit par Alexandre Dumas qui parle d'amour, de trahison et de vengeance. Pas mal d'entre vous l'ont peut-être pas lu, mais vous connaissez certainement cette histoire, ou au moins ça doit vous dire quelque chose parce que le bouquin recommence à pas mal faire parler de lui ces derniers temps. Entre autres grâce au film avec Pierre Ninet sorti il y a genre un peu plus d'un an au moment où je tourne cette vidéo, et puis aussi si vous êtes un peu dans le monde des musicals, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que vont bientôt se jouer non pas une, mais deux comédies musicales sur Monte Cristo en France. Donc ouais, en ce moment du Monte Cristo on en a en veux-tu en voilà, mais ces comédies musicales sur Monte Cristo c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que outre ces projets qui vont bientôt voir le jour ici, il existe déjà une comédie musicale sur Monte Cristo qui date d'il y a quelques années quand même maintenant. Et si elle est plus ou moins méconnue chez nous, bah c'est une pièce qui mérite quand même qu'on s'attarde dessus parce que mine de rien, elle a été faite par des gens assez connus dans le milieu et je dirais même plus très connus puisqu'ils ont déjà travaillé sur de nombreuses pièces, notamment à Broadway. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce Monte Cristo qui n'est jamais arrivé par chez nous visiblement? Eh bien, attachez vos ceintures parce qu'on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti! C'est de la comédie musicale. Le Comte de Monte Cristo ou The Count of Monte Cristo ou Der Graf von Monte Cristo est une comédie musicale germanophone jouée originellement au Théâtre Saint-Gall en Suisse. Et oui, nous sommes pour la première fois face à une comédie musicale suisse. Figurez-vous que j'ai toujours cru que cette pièce était autrichienne. J'ai découvert qu'elle était suisse lors de l'écriture de cette vidéo. Ouais, j'ai la mauvaise manie de croire qu'un musical chanté en allemand est d'office autrichien alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. Elle est écrite et composée par deux Américains, à savoir Jack Murphy et Frank Wildhorn. Comme je l'ai dit plus tôt, ce dernier a composé les chansons de pas mal de comédies musicales de Broadway comme Jekyll and Hyde, The Scarlet Pimpernel ou encore Dracula. Et là, on pourrait se demander ce que font des Américains sur une pièce suisse. Bah mine de rien, ce genre de choses n'est pas si rare dans le milieu. On pourrait prendre pour exemple la superbe comédie musicale de JoJo's Bizarre Adventure qui a été composée par des Français et pas n'importe qui, puisque je rappelle qu'il s'agit de Dovatia et Rojanois qui sont quand même des pointures dans le milieu, ce qui pour le coup était quand même assez exceptionnel. Et en l'occurrence, notre Frank Wildhorn là, c'est un habitué de ce genre de choses puisqu'il a composé des chansons pour des pièces autrichiennes, vraiment autrichiennes hein, cette fois, pas suisse, japonaises, coréennes. Pas plus tard que cette année, il a composé le musical japonais Cain et Abel. Et il n'en est pas à son coup d'essai avec Jack Murphy puisque les deux ont l'habitude de travailler ensemble, notamment sur Rudolph pour l'Autriche, Death Note pour le Japon ou encore The Man Who Loved pour la Corée. Vous voyez, je me payais pas de votre tête. Ici, avec Monte Cristo, on n'est pas sur des petits joueurs. La pièce a également eu droit à de nombreuses adaptations dans différents pays, entre autres la Corée du Sud où elle est régulièrement jouée depuis 2010, la Lituanie, la Russie, l'Allemagne, et elle sera aussi bien évidemment jouée au Japon en 2013 avec Hanafusa Mari qui joue régulièrement le rôle d'Elisabeth et qui jouait ici dans la version japonaise d'Elisabeth qu'on a analysée. Ah, il est content, il a trouvé un moyen de parler d'Elisabeth. Et finalement, ce sera qu'en 2016 qu'elle sera jouée pour la première fois aux États-Unis. Donc en gros là, on est face à une comédie musicale sur Monte Cristo, composée et écrite par deux mecs incroyables. Ça ne peut qu'être une pièce de malade. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va peut-être être surpris. Mais avant de passer à l'analyse, commençons par un résumé de la pièce. Oui, la pièce est une adaptation du roman d'Alexandre Dumas et raconte plus ou moins l'histoire du bouquin, mais j'ai pas raconté de quoi ça parlait ce fichu bouquin finalement. Alors... La pièce nous raconte l'histoire d'Edmond Dantès. Que fait-il de sa vie ce brave monsieur? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Bon, revenons un peu en arrière. Voilà, c'est un marin. Tout commence la journée du mariage ou des fiançailles d'Edmond et de son épouse Mercedes. Mais, oh non, soudain, alors que la fête bat son plein, un homme en uniforme arrive et le thème principal de la pièce surgit tout à coup de manière dramatique. Ah, mais qui aurait cru qu'on viendrait perturber ce bonheur beaucoup trop beau pour être vrai? En effet, Edmond ne peut continuer à participer aux festivités car il est accusé
Bon, d'accord, on sait pas, mais vu qu'on sait pas ce que c'est, ça doit être une erreur, hein, donc c'est pas grave. Du coup, Edmond suit bien sagement le type en uniforme qui va le conduire jusqu'à un autre type en uniforme. C'est chef de quelque chose. Soit le chef de quelque chose qui va lui demander s'il est royaliste, qui sont ses ennemis, etc. etc. Oui, alors pour le contexte, Napoléon vient de quitter l'île d'Elbe où il avait été exilé après avoir été forcé d'abdiquer. Donc voilà, autant dire qu'il n'était pas spécialement dans le cœur de tous les Français à cette époque-là. Et là, en gros, pour une raison quelconque, Edmond est accusé d'être un conspirateur bonapartiste, ce qui est pas ouf hein, pour l'époque. Bon, s'ensuit une discussion un peu alambiquée dont je vous épargne les détails, mais qui, alors que ça s'annonçait bien à un moment, en fin de compte, se finit pas bien du tout. En même temps, si tout se finissait bien, il n'y aurait pas eu d'histoire. Edmond est alors emprisonné au château d'If et accusé à tort, il se jure de réussir à sortir pour se venger de tous ceux ayant causé sa perte. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Plan qu'il mettra à exécution en revenant dans la société plein aux as et sous une nouvelle identité, celle du comte de Monte Cristo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a là une comédie musicale assez dramatique. Et ça, la pièce va pas se gêner pour nous le faire comprendre, puisque la pièce bénéficie d'un thème principal, disons, très grandiloquent et à peine tragique qui va très régulièrement revenir pour rappeler aux spectateurs que ce qu'ils regardent c'est pas une histoire joyeuse. En vrai je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'avoir composé un thème récurrent pour la pièce car ça permet de lui donner une réelle identité et bien utilisé de marquer le coup et de donner une réelle signification à certains passages. Et autant je trouve qu'il marque assez bien le coup à certains moments et appuie réellement les enjeux présentés, autant à d'autres je trouve son apparition un petit peu kitsch. Genre au début quand tout le monde festoie et que le type en uniforme arrive. Je veux dire pour le moment tout va bien et l'apparition de ce nouveau personnage n'est a priori rien de fondamentalement terrible. Mais d'un coup à peine a-t-il mis un pied sur scène que la musique joyeuse se coupe net pour laisser place au thème de Monte Cristo. Genre le mec est littéralement entré sur le plateau. C'est l'apparition d'un comédien sur le plateau. C'est tout. C'est littéralement tout. Pareil, un peu plus tard, quand Edmond est emmené de force au château d'If, le thème se lance et le méchant, qui n'est même pas censé être là d'ailleurs, sort de l'ombre, le regard mauvais, car en réalité, tout cela était son plan depuis le début. Moi. Le méchant, oui, c'est le méchant. Bon, heureusement, c'est pas le seul élément qui va donner son identité musicale à la pièce, car les chansons, qu'elles soient drôles, heureuses ou mélancoliques, auront toujours un petit truc en fond qui leur donnera une sorte de tristesse, d'anxiété. Même de manière très subtile, pendant les chansons joyeuses et à première vue légères, il y aura toujours un moment où on pourra trouver dans leur composition le côté dramatique de l'histoire dans laquelle elles prennent place. Et ceci tout en restant malgré tout très différentes les unes des autres. On sent vraiment une réelle recherche dans leur composition, qui correspond toujours parfaitement avec ce qu'il se passe et ce qu'ils chantent. Voyons ça avec quelques exemples. Pour Gesicht, la chanson lors de laquelle les méchants nous dévoilent leur plan machiavélique, tel Preminger et ses acolytes dans Barbie Cœur de Princesse, je me suis incliné et prosterné. On a cet air malicieux et à la fois un peu risible avec un côté très théâtral. Pour une chanson d'amour lors de laquelle nos personnages sont réunis, on aura une sorte de valse tranquille du début à la fin, car après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tandis que pour une chanson d'amour lors de laquelle nos personnages se séparent, on commencera par une mélodie calme, un peu nostalgique, qui va monter en crescendo jusqu'au refrain, au moment où Edmond et Mercedes chantent ensemble Niemals allein, jamais seuls, signifiant la force de leur amour. À la fin, c'est presque comme s'ils se battaient contre la musique, criant presque ces deux mots. Même séparés, ils seront toujours là l'un pour l'autre, même s'ils doivent se battre pour être à nouveau réunis. En fait, maintenant que j'y pense, le schéma musical de cette simple chanson arrivant relativement au début de la pièce raconte en fait toute l'histoire du comte de Monte Cristo. Et ça, c'est vachement fort. Pour Jeder Tag ein kleiner Tod, une chanson, oui c'était compliqué à dire, une chanson en trio qui commence par Edmond enfermé au château d'If et comprenant qu'il est malheureusement pas prêt d'en sortir, suivi de Mercedes qui attend son retour pour enfin être rejoint par Mondego qui convainc Mercedes de l'oublier. Ouais, Mondego c'est le méchant pour ceux qui l'auraient pas compris. Le méchant, le méchant.
Elle commence par une mélodie très triste pour signifier le désespoir d'Edmond qui chante qu'il meurt un peu plus chaque jour. Mélodie qui va soudainement s'alléger et devenir presque joyeuse au moment où Mercedes prend le relais, signifiant les espoirs qu'elle nourrit pour qu'elle se finisse enfin sur une sorte de madrigal entre Mondego et Edmond, comme s'ils étaient en train de se battre l'un contre l'autre pour que finalement ce dernier annonce à Mercedes la mort de son fiancé, sur les mêmes notes que chantait Edmond au début, mais beaucoup plus calmement. Là, on n'est plus sur du désespoir, on est sur de l'inéluctable. Edmond meurt un peu plus chaque jour, Edmond est mort, la boucle est bouclée. Pour Hölle auf Erden, l'enfer à vos pieds, la chanson que chante Edmond à l'acte 2 quand il comprend qui sont ceux qui ont ruiné sa vie et décide de se venger, une colère si forte s'empare d'Edmond que sa chanson nous éclate à la figure, agressive, violente dès les premières notes du premier couplet aux dernières notes du dernier refrain. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai entendu une chanson exprimer une telle rage et aussi bien. D'ailleurs, fun fact, on entend subtilement la mélodie de cette chanson à la fin de l'acte 1, comme une prémisse de ce qui va définir la direction de l'acte qui suivra. Pour So Wie Man Hört, la chanson qui marque l'arrivée de Monte Cristo dans la société, alors que tout le monde spécule au sujet de ce mystérieux conte, la musique a à la fois un côté plutôt festif avec une pointe de mystère, s'accordant parfaitement avec cette foule de ragots qui nous fait face, pour qu'à la fin on réentende le thème de Monte Cristo, presque comme si, au final, le conte de Monte Cristo, plus qu'une simple appellation, était une malédiction planant sur nous, un esprit créé par la vengeance. Mais ce qui va vraiment marquer dans ce passage, plus que la chanson en elle-même, ce sera la transition avec la chanson suivante qui sera totalement inexistante, tellement qu'on capte même pas tout de suite qu'on n'est plus dans la même chanson. Et ce changement si soudain de mélodie est, encore une fois, là à très juste titre, car c'est le moment où Mercedes remarque le comte de Monte Cristo et reconnaît Edmond qu'elle croyait mort. Ce changement si abrupt retranscrit à la perfection ses émotions, son choc de voir apparaître face à elle celui qu'elle aimait et qu'elle croyait perdu à jamais. Sur le coup, on a alors une mélodie très haletante, très tendue, mais qui, au moment où Mercedes réalise que c'est vraiment lui qui n'est pas mort, se radoucit, le choc laissant place au soulagement. Mais la tension remonte dès qu'Edmond, obnubilé par sa vengeance, se met à chanter d'un ton lourd, dramatique. Ai-je déjà précisé que cette pièce était dramatique, disant à Mercedes qu'il n'est plus le même, que l'homme qu'elle a connu est bel et bien mort au château d'If. La mélodie signifiant alors l'inéluctabilité de la situation. Et ainsi, leurs deux chants vont finir par se rejoindre au refrain, mais tout en restant radicalement opposés dans leurs intentions, pour qu'enfin, la chanson se finisse sur la mélodie chantée d'Edmond jouée par l'orchestre. La chanson ne se finit pas bien, Monte Cristo a gagné, sa vengeance est plus forte que tout. Je pourrais aussi parler de la fin de la pièce, où on a plusieurs scènes lors desquelles on réentend les mélodies de plusieurs chansons de l'acte 1, mais jouées un peu différemment, donnant une totale autre dimension à leur signification, tout en rendant leur utilisation logique avec ce qu'il se passe. Comme par exemple lors de ce duel entre Mondego et Edmond, durant lequel on entend comme musique de fond l'enfer à vos pieds. En plus de rendre la scène incroyablement épique, la présence de cette musique à ce moment précis signifie que s'ils en sont là tous les deux, c'est bien à cause de ce satané désir de vengeance. Et des exemples comme ça, j'en aurais bien d'autres à citer. Mais bon, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, j'entre pas trop dans les détails pour des raisons évidentes de spoil, et puis aussi parce que bon, on va pas passer trop d'heures non plus sur le point chanson. En tout cas, vous avez compris l'idée, et vous constaterez que rien n'a été composé au hasard. Et si les chansons sont admirablement bien composées, leur écriture aussi fait un très bon job. Après, peut-être un peu trop par moment. Pour moi, on a deux types de chansons dans la pièce. Celles qui, même si elles décrivent la situation, les sentiments des personnages, etc., restent encore relativement lyriques dans le sens où on va avoir des figures de style, les rendant plus poétiques, à l'inverse de l'autre type de chansons qui seront plus dans le style « je m'appelle comme ci et je dis ça à cette personne ». Un peu de type de chansons qui remplacent les dialogues parlés mais sans en modifier les paroles. Bien sûr, dans ce genre de comédie musicale où ça parle quasiment pas, des chansons comme ça, il en faut. C'est même loin d'être une tare, mais pour moi, elles sont un peu trop descriptives. Typiquement, la chanson de la fête là, au début de l'acte 1, c'est vraiment une chanson d'exposition, là pour poser le contexte et présenter les personnages aux spectateurs. Sauf que là, elle présente tous les personnages d'un coup, ce qui va faire qu'on va avoir tellement d'infos en un temps si court que pour tout retenir, ça va pas forcément être évident. Pareil, par exemple, quand les méchants font leur plan démoniaque là, Les méchants. même si on nous a balancé leur blase vite fait dans la chanson du début, on les connaît pas très bien étant donné qu'on est encore relativement au début de l'histoire. Alors va-t'en avoir le temps de retenir tous les enjeux du pourquoi du comment telle personne
personne agit de telle manière. Et je trouve que c'est un peu le point négatif de certaines chansons, c'est qu'elles te balancent beaucoup trop d'infos d'un coup, comme si elles partaient du principe que tu connaissais hyper bien l'histoire et que tu vas tout retenir et tout comprendre comme ça. Mais frère, je viens de commencer moi, et la seule chose que j'ai compris c'est que cette pièce était dramatique. Pour la mise en scène, on est sur quelque chose d'assez minimaliste dans le sens où on n'aura pas de gros décors mais plus des accessoires, parfois aidés de projections pour faire comprendre où se situe l'action. Un truc qu'on va notamment pas mal retrouver, ce sont ces espèces de grands escaliers qui auront plusieurs utilisations en fonction des différentes scènes. Et autant parfois ça marche très bien, comme ici à bord du bateau où le fait de les mettre sur le côté illustre très bien le côté restreint du lieu avec en plus les accessoires et la projection, autant à d'autres moments c'est pas hyper clair non plus. Genre au début de la pièce, il est censé être où là Edmond? Sur le pont d'un bateau? Sur le pont d'un port? Pas sur un pont du tout? En fait de manière générale, tout le début est vraiment pas clair. Alors c'est bien de faire commencer l'histoire par le mariage d'Edmond et Mercedes, parce que leur amour ça sera la base de tout, mais à partir du moment où on a cette histoire de lettres, c'est-à-dire l'élément déclencheur de l'histoire, ça devient plus confus. Faut dire que cet enchaînement de scènes pas claires au début, ajouté aux chansons qui te balancent des infos de nulle part comme si t'étais censé savoir de quoi les personnages parlent à la base, ça fait qu'on comprend pas tout si ce n'est que ce qu'il se passe est dramatique, parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on est dans une pièce dramatique. Une pièce dramatique et un poil kitsch par moment. Bon après si ce n'est que ça, c'est pas encore trop grave, mais faut avouer que les moments où t'as d'un coup le thème ultra drama de Monte Cristo qui se lance pour accompagner l'arrivée d'un perso sorti de nulle part, ça m'a quand même bien fait rire. Ou alors le moment où t'as le deuxième mec en uniforme, le chef de je sais pas quoi là, qui dit à Edmond qu'il peut partir, lui demande à qui est destinée la lettre, se rend compte que la réponse est compromettante pour lui, puis d'un coup se retourne pour crier à Edmond « Au château d'If !» Oui ok d'accord, il a eu ses petites réflexions internes et tout, mais ces petites réflexions internes, bah Edmond les a pas entendues, ce qui fait que de l'extérieur, pour Edmond, ça a dû donner à peu près ça. C'est bon frère, tu peux partir, t'es caté, tout va bien. Oh au fait, pour qui était la lettre? Pour truc machin bidule, au château d'If. Et on a d'autres trucs aussi qui me rendent un peu dubitatif dans les dialogues surtout, comme quand Edmond, une fois enfermé au château d'If, dit qu'il va se venger de ceux qui l'ont trahi. Mais comment il sait qu'il est victime de trahison? Je veux dire, les erreurs judiciaires, ça arrive, et à aucun moment de la pièce, on a laissé entendre à Edmond qu'il y avait un complot contre lui, en tout cas pas à ce stade-ci. Ou alors quand il s'enfuit du château d'If, on nous dit à un moment qu'il va retourner à Marseille, mais le château d'If est pas supposé être à Marseille. Et puis un peu plus tard, d'un coup on voit le Colisée derrière lui, mais qu'est-ce qu'il faut à Rome? Ou alors ce sont les arènes de Nîmes, dans ce cas là qu'est-ce qu'il faut à Nîmes? Ah non, on vient de me dire dans l'oreillette que c'est bien le Colisée à Rome. Autant pour moi, c'est juste un élément du livre qu'on nous a balancé comme ça sans explication. En revanche, s'il y a un truc qui est vraiment très bien dont j'ai pas parlé, c'est la lumière. Étant donné que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une grosse scénographie, l'utilisation de la lumière en plus du reste est relativement importante pour bien définir les lieux aux spectateurs, comme la séparation d'Edmond et de Mercedes ou le passage d'Edmond dans l'océan, mais plus que ça, elle va vraiment participer à la signification de ce qu'il se passe. Par exemple, lors de l'arrivée de Monte Cristo, quand Mercedes reconnaît Edmond, les lumières vont changer au-dessus de sa tête, comme si le temps s'était arrêté autour d'elle, qu'elle était déphasée de la réalité, seule qu'elle est à reconnaître Edmond. Ces lumières vont grandement participer à l'esthétique globale de la pièce, qui a un côté très théâtral dans le sens premier du terme. On a bien quelques chorégraphies, mais elles sont vraiment secondaires, et la plupart s'inscrivent dans un contexte de fête où c'est logique de voir des gens danser. Mais sinon on n'a rien de vraiment grandiloquent comme ça peut être le cas dans d'autres comédies musicales. Et on retrouve notamment cet aspect là dans les costumes. Comme pour la mise en scène, les costumes du comte de Monte Cristo n'ont rien de spécialement extravagant. Ils tentent de se rapprocher à un maximum de la réalité et la retranscrivent avec de très beaux vêtements d'un naturel parfait, sans en faire trop ni trop peu. J'aime particulièrement les robes de Mercedes, toujours très belles, très élégantes et collant parfaitement au personnage ainsi qu'à l'univers dans lequel elle évolue. Sans oublier les perruques. Pareil, comme pour les vêtements, elles sont super belles, sans jamais rien qui dépasse et parfaitement travaillées pour être au maximum réalistes. Voilà, ça c'est un bon exemple de perruque lace qui donne pas l'impression que les comédiens ont un casque de cheveux sur la tête. Et puis elles ont aussi une réelle signification, comme celle du temps qui passe. Un truc qui vaut aussi bien dans les perruques que dans la pilosité, si je puis dire
dire les choses ainsi de manière générale. Que ce soit grâce à des cheveux grisonnants ou encore à une longue barbe. Une longue barbe en bataille, sale, qui associée à ces loques blanches qu'Edmond a sur lui, plus que signifier que ça fait un moment que le pauvre est enfermé, accentue la souffrance du personnage. Le château d'If, c'est pas la prison où t'as des vêtements chauds en hiver, 3 bons repas par jour et une séance chez le coiffeur une fois par mois. Chaque chose que portent les comédiens arrive vraiment bien à retranscrire l'ambiance qui veut être instaurée. Et j'aimerais pouvoir dire que tout fonctionne parfaitement à ce niveau-là, mais malheureusement, il y a quand même des looks que j'aime pas du tout, ceux des pirates. En dehors du fait que certaines perruques fassent très faux et soient pas belles, je trouve que ces tenues marchent pas. Premièrement, donner à un équipage de femmes pirates des tenues en cuir sexy, c'est cliché, et puis surtout, c'est pas du tout réaliste. Non, je sais bien, une comédie musicale ne doit pas toujours être réaliste, mais en l'occurrence, ça semblait être une volonté dès le début, et du coup, ces costumes de pirates dénotent quand même vachement avec le reste. Des costumes de pirates qui n'ont d'ailleurs finalement aucune inspiration pirate. Le Comte de Monte Cristo, c'est une très bonne comédie musicale avec des chansons tout bonnement fabuleuses dans leur composition, mais avec un gros défaut, leur volonté de parfois trop raconter l'histoire, surtout au début. On a un enchaînement de scènes sur scènes sur scènes qui veulent absolument nous faire comprendre ce qu'il se passe, mais qui nous en racontent trop ou pas assez, ce qui fait qu'au final, on comprend pas grand chose. Enfin si, on comprend quand même relativement qui est qui et ce qu'il se passe, mais le spectateur lambda qui connaît pas forcément l'histoire de Monte Cristo par cœur ne comprendra d'un premier abord le scénario que grossièrement et ne captera pas forcément tous les détails qui sont amenés, ce qui fait que plus tard, quand les personnages parleront d'un truc sans non plus être totalement perdus, on aura parfois un peu l'impression de pas trop avoir la ref. Je crois que la pièce a voulu trop en faire en mettant trop d'éléments qui n'ont pas eu le temps de vraiment développer et que c'est ça qui va un peu nous perdre par moment. Alors du coup, au final, Der Graf von Monte Cristo, est-ce que c'est une bonne pièce? Alors, bien que loin d'être parfaite, je dirais pas non plus que c'est une mauvaise pièce. Il y a certes quelques trucs à améliorer au niveau de la narration, mais on n'est pas non plus sur un truc où on comprend rien à rien, loin de là. Perso, moi j'ai déjà plus compris ça que les 10 commandements, hein. Et puis elle a quand même une mise en scène plutôt sympa, de très bonnes chansons, certaines faisant carrément partie de mes chansons de comédie musicale préférées, et une histoire prenante, le tout raconté par d'excellents comédiens. Alors cette pièce, je ne peux malgré tout que vous la conseiller. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. Ça faisait bien longtemps que je voulais vous parler de cette pièce et je me suis dit que le moment était enfin venu, alors je suis très content que ce soit finalement chose faite. Si vous connaissiez déjà la pièce ou au moins ses chansons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout simplement à me donner votre avis sur la chose. Et tant qu'on est sur Monte Cristo, j'en profite pour vous conseiller l'excellente série animée Gankutsu, racontant en détail chaque étape de la vengeance de Monte Cristo, avant même de nous parler d'Edmond Dantès, dont le nom ne nous sera révélé que bien plus tard dans l'histoire, la série se déroulant du point de vue du fils de Mercedes, ce dernier n'ayant jamais eu connaissance de la vérité à son sujet. Une histoire magnifiquement racontée et le tout dans un univers bien particulier que je ne peux que vous inviter à découvrir. Perso, je savais pas trop à quoi m'attendre en commençant la série et j'en suis contre toute attente tombé véritablement amoureux, alors franchement foncez. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, ça me donne de la force. Et si vous voulez ne rien louper pour la suite, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Tout simplement, entrez donc dans cette grande famille parce que j'ai remarqué que 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Quoi qu'il en soit, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine parce que croyez-moi, avec ce qui arrive, c'est certainement pas la dernière fois qu'on parlera de Monte Cristo sur cette chaîne.